Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci beaucoup pour cet échange. Donc nous recevons Monsieur Thomas Courbe, vous êtes directeur général des entreprises, et Monsieur Virlet Hubert, directeur de projet politique énergétique et compétitivité, c'est ça, à la DGE également. Merci. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, je me devais de vous rappeler cela. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Courbe ? Je le jure. Je vous remercie. Monsieur Virlet ? Merci. Donc notre commission, constituée le 18 janvier dernier, travaille sur le thème de la production, de la consommation et du prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050. Nos travaux sont centrés sur le système actuel, ses évolutions, son avenir, avec une question centrale: est-ce que ce système est en capacité de faire face à la demande, d'offrir aux particuliers et à nos entreprises, ça sera l'objet de notre discussion, une électricité à un prix raisonnable, et quelles sont ses perspectives de développement. Monsieur Courbe, donc, vous êtes directeur général des entreprises de la DGE depuis 2018. Voilà. Alors, quelques questions que j'exprime d'emblée. Je vais donner ensuite la parole à monsieur le rapporteur qui posera les siennes. Nous sommes intéressés par votre vision des relations entre prix de l'électricité et compétitivité économique dans un contexte qui est marqué par une volonté de réindustrialisation et des perspectives de décarbonation des process industriels. Donc on pense évidemment aux entreprises électro-sensibles et électro-intensives, mais aussi à toutes celles qui ont besoin d'électricité pour produire, de manière plus générale. Donc pourriez-vous nous livrer des comparaisons de prix de l'électricité livrés à l'industrie en Europe, notamment la comparaison habituelle France-Allemagne, et hors Europe, notamment donc l'Europe par rapport à l'Asie ou à l'Amérique du Nord. Ce sont évidemment des éléments de compétitivité fondamentaux. Quel est le bilan et quelles sont les perspectives des mesures en vigueur pour atténuer les distorsions de concurrence internationale liées au prix de l'électricité? Alors ça renvoie à la question de l'AREN, à la fiscalité, aux mécanismes de compensation, etc. Voire à la prise en compte du carbone dans le système européen d'échange. Vous pourrez aussi nous préciser les enjeux de la régulation du nucléaire historique. Comment a-t-on abouti, je suppose que vous y avez participé, à l'accord État-EDF de novembre 2023 ? Et la compétitivité des industries nationales a-t-elle été suffisamment prise en compte, selon vous? Ce serait important que vous nous disiez votre ressenti là-dessus. Où en est la mise en œuvre du volet politique commerciale d'EDF de l'accord de novembre 2023? En particulier, EDF nous a dit avoir signé 671 contrats de moyen terme avec des entreprises et 3 lettres d'intention sur des CAPN, les contrats d'approvisionnement en production nucléaire. Voilà. Et on a rencontré des industriels, on les a écoutés, voilà, qui étaient relativement peu enthousiastes sur la situation, l'accord et la manière dont il pourrait être appliqué. Donc ça serait intéressant qu'on puisse aborder cette contradiction, voilà, qui nous interroge. Donc voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels nous allons échanger. Je vais vous laisser 10 minutes de présentation liminaire. Ensuite, donc voilà, vous pourrez répondre à nos questions. Et je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur qui indiquera les points sur lesquels il souhaite également vous interroger. Et ensuite, on passera la parole à nos collègues pour un dernier échange de questions et de réponses. Merci d'avance, monsieur Courbe. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le Président a déjà évoqué un certain nombre de questions, Monsieur le Directeur. Je crois que, bon, si vous pouvez répondre soit dans votre propos liminaires, soit ensuite dans les questions-réponses que nous provoquerons. C'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu le paysage des entreprises électro-intensives ou électro-sensibles. Il y a peut-être deux catégories, j'en sais rien.
et quel est le niveau de prix un peu qui peuvent à partir duquel il serait moins compétitif, en tout cas le niveau de prix compétitif selon vous, hein, pour elle. Et si vous avez participé aux négociations, est-ce que vous considérez que le niveau qui est moyen de 70 € qui a été celui de l'accord, est-ce que finalement c'est quelque chose, ou est-ce que vous voyez, est-ce que vous espériez au départ un prix inférieur à celui-là, sachant qu'on sait que EDF a priori est parti bien plus haut que cela? Et voilà, donc c'est vrai que pour nous c'est important. Voilà, bon, peut-être que pour l'instant je vais pas poser plus de questions et je vais plutôt vous laisser répondre. Vous avez la parole, Monsieur Courbe. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Donc, à titre préliminaire, je vais essayer de faire un cadrage préliminaire et à cette occasion de répondre à certaines des questions. Vous l'avez dit, donc l'intervention en particulier de la DGE qui est en charge, comme vous le savez, notamment de la politique industrielle, politique du numérique et d'autres politiques, c'est d'abord qu'on puisse avoir couvrir les besoins à la fois de réindustrialisation et de décarbonation de l'industrie. La réindustrialisation, on le voit dans les prévisions de RTE, va conduire à une augmentation de la part de la consommation de l'industrie dans la consommation nationale. Et pour illustrer l'impact de la décarbonation... À partir de quand, excusez-moi? Alors, on a par exemple... Parce que ça serait intéressant de savoir à partir de quand, parce que pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est plutôt une descente de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. C'est sur les prévisions RTE de long terme. Donc, aujourd'hui, on est au quart de la production nationale. Et selon RTE, c'est 30% hors production d'hydrogène à l'échéance 2050. Donc, on passerait de 25 à 30%. C'est ça. C'est ça. Et pour illustrer la décarbonation, on a pu faire des estimations assez précises dans le cadre des contrats qui ont été passés avec les 50 premiers sites industriels avec lesquels on a des plans de décarbonation détaillés qui permettent d'estimer par exemple une consommation additionnelle par ces sites pour la décarbonation de 15 TWh en 2030 et 26 en 50 premiers, ils consomment combien aujourd'hui, ces 50 premiers ? Alors sur leur consommation... Je suis désolé de vous interrompre, mais j'en profite un petit peu. Alors la consommation actuelle, si vous des 50 premiers sites, c'est combien? On est sur autour de 30, j'aurais dit 30 TWh. 30 TWh. Et donc 15 additionnels. Et vous dites la décarbonation. Il y en aurait 15 additionnels. Oui, pour la décarbonation à échéance 2030. C'est-à-dire que ces 50 sites, ils doubleraient en fait leur consommation d'électricité. Il ferait plus 50%. Il ferait 50%. Il ferait voilà, plus 50%. Ouais. C'est ça. On vous confirme que c'est bien le chiffre, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc une augmentation des besoins. Excusez-moi, je vous interromps. Mais du coup, vous avez un suivi particulier sur ces 50 sites. Ah oui. Alors on a. Et ces 50 sites, ils sont nettement supérieurs au reste, quoi. Où vous avez dit on s'arrête à 50, parce que souvent on fait une règle de 80-20. On dit on prend 50 sites qui représentent 80% de la consommation des gros industriels ou j'en sais rien. Là, c'est le cas ou non. Alors, c'est simplement vous vous êtes dit on s'arrête à 50, vous auriez pu dire 70 En fait, l'angle sur ces 50 sites, c'est un angle de décarbonation de l'industrie. Et donc, on a pris les 50 sites, et je l'évoquais parce que d'ailleurs le président l'a indiqué dans son introduction. Les éléments de contexte qui me semblent importants de souligner, c'est que pour l'industrie, on va avoir une augmentation de la consommation d'une part à la réindustrialisation et d'autre part à la décarbonation des sites existants. Et dans cette décarbonation des sites existants, pour l'accélérer, nous avons signé des contrats avec les 50 sites les plus émetteurs de carbone. Donc là, c'est un critère d'émission de CO2. Et là, sur ces 50 sites, ces 50 sites représentent à peu près 50% des émissions de CO2 de l'industrie. Et donc, on a pris les plus émetteurs dans une perspective de décarbonation. Et je... C'est pas les 50 plus gros consommateurs. Non. Alors, c'est quand même... Il y a un certain recoupement, mais on a des sites parmi les 50 sites qui sont émetteurs de carbone parce qu'ils ont des procédés
qui aujourd'hui ne consomment pas d'électricité. Le premier site de ces sites, c'est la sidérurgie, c'est ArcelorMittal à Dunkerque. Et là, on est justement dans un cas dans lequel on a des émissions de carbone importantes liées au procédé de réduction qui se fait du minerai, qui se fait aujourd'hui avec du charbon et qui se fera demain avec un système de réduction qui s'appelle la réduction directe, avec de l'hydrogène qui sera injecté pour faire cette réduction directe, et ensuite des fours électriques, alors qu'aujourd'hui on a des fours au gaz. Donc là, c'est un exemple qui illustre le fait qu'on a un site qui émet beaucoup de carbone, et pour réduire cette émission de carbone, on passe de procédés qui sont plutôt des procédés qui ne sont pas électriques à des procédés électriques. On a quand même, comme ces 50 sites sont des sites industriels importants, on a quand même des consommations significatives, mais l'angle, c'était plutôt un angle de décarbonation. Et ça permet d'illustrer cet enjeu d'augmentation de la consommation d'électricité par ces sites. Du coup, vous n'avez pas de pourcentage, vous dites que ça fait 50% des émissions de carbone, ouais, à peu près. Mais par rapport à la consommation électrique, vous n'avez pas le pourcentage. Si ça fait 20% de la consommation électrique de l'industrie, non. Ok. Ouais, parce que c'est pas l'angle. Non, mais je comprends, mais ça aurait été intéressant d'avoir ça. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment que l'industrie a besoin à la fois de prix compétitifs pour cette réindustrialisation, pour cette décarbonation, et également de prix prévisibles. Et la prévisibilité, je ne sais pas si les industriels que vous avez vus l'ont souligné, mais c'est pour un certain nombre d'acteurs un élément très important, parfois aussi important que la compétitivité, sachant qu'effectivement, on a des benchmarks avec l'étranger, c'était l'une de vos questions, alors qui sont toujours difficiles parce qu'on constate que ces prix d'approvisionnement par les industriels dans les pays étrangers varient évidemment. On voit aux États-Unis, par exemple, qui varient entre États aux États-Unis. Donc, c'est difficile de donner des chiffres généraux, mais les chiffres dont on dispose, c'est pour les États-Unis 60 € mégawattheure et 40 € dans certains États. Aujourd'hui, on a également des prix dans certains secteurs, puisque ça varie aussi, comme en France d'ailleurs, je vais y venir, le prix peut varier en fonction de l'activité. On a dans certains secteurs au Canada, par exemple, des prix à 49 € par mégawattheure. Et puis en Europe, aujourd'hui, on a des prix de marché en France et en Allemagne à peu près comparables, autour de 60 €, mais plutôt 50 € en Espagne. Donc, voilà quelques indications de prix qui sont des prix dont bénéficient des industriels dans ces pays pour leur activité. Donc ensuite, effectivement, avec la fin de la régulation ARENH et la mise en œuvre de l'accord du 14 novembre que vous avez évoqué, on peut distinguer pour faciliter le... Pardon. Excusez-moi, non, mais juste les chiffres que vous citez, c'est juste la part énergie du prix, ou c'est le prix global? C'est-à-dire que vous parlez de 60 €, c'est TTC, entre guillemets, c'est tout compris, c'est coût complet. C'est le prix complet. Non, mais je me pose la question parce que par rapport aux particuliers, c'est vrai que ça fait une différence assez sensible. Et je me dis, le prix moyen de 60, c'est un prix moyen complet qui prend non seulement la part énergie, la part distribution et la part taxe. Dans les pays, alors, sachant que les entreprises récupèrent la TVA, donc bon, c'est pas la même chose, mais. Alors, s'agissant des pays étrangers, effectivement, c'est des prix complets qui sont, hors Europe, qui sont remontés par les entreprises qui nous parlent. S'agissant des comparaisons en Europe, les 60 et 50 qui étaient cités, c'est le prix sur le marché de gros uniquement. Le prix de fourniture. De fourniture, c'est que la fourniture. C'est ça. Donc on compare le prix de fourniture avec un prix complet, quoi. Oui, alors donc c'est quand même, il y a un problème là. Pour moi, il y a un problème de comparaison.
On ne peut pas dire il y a 40 d'un côté, il y a 60 de l'autre, alors que le 40 il est complet, et le 60 il est que la part fourniture. Non, j'ai bien compris ou Oui, c'est bien ça. Hein. La source. Oui, les 60 euros aux États-Unis, c'est le prix tout compris. Et les prix, effectivement, en comparaison, c'était pour montrer la comparaison en Europe entre France et Allemagne. C'est pour montrer ce qu'on peut comparer facilement et Espagne sur le marché de gros. Et là, effectivement. Oui, sur la part fourniture. Sur la part fourniture. Ouais. Sur la part fourniture, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une comparaison du coût complet quand même. Oui, alors peut-être tout à fait. Okay. Et pour faire cette comparaison de coût complet, je pense qu'il faut, et c'est là que j'indiquais, c'est pour ça que j'indiquais en introduction que ces comparaisons sont difficiles, puisque quand on les applique en France, par exemple, on a la boîte à outils que vous avez évoquée en introduction, qui va avoir un effet suivant la catégorie dans laquelle se trouve l'entreprise. Et donc on a, peut-être c'est l'occasion d'en dire un mot, donc c'est de distinguer, comme vous le suggériez, donc les hyper-électro-intensifs qui sont ceux qu'on distingue notamment par le nombre de kilowattheures nécessaires par euro de valeur ajoutée dans leur activité. Donc les hyper-électro-intensifs qui sont, selon ce critère, au-dessus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée. Les électro-intensifs qui sont entre 3 et 6, et ces catégories font à peu près 500 sites industriels en France. Et ensuite, on a une catégorie qu'on a utilisée pour distinguer la catégorie, comme vous l'évoquiez, monsieur le rapporteur, qui ne sont pas les électro-intensifs, mais qui sont sensibles dans leur modèle économique au prix de l'électricité, particulièrement sensibles, qu'on peut qualifier notamment par le même raisonnement par le nombre de kilowattheures nécessaires par euro de valeur ajoutée. Là, on est entre 1,5 et 3 euros, donc c'est la catégorie en dessous, et on estime à peu près à 3500 sites industriels cette catégorie. Et à ces différents types de consommateurs industriels sont associés des dispositifs fiscaux, donc d'ensemble, qui sont qu'on appelle communément la boîte à outils, qui sont l'abattement sur le tarif de réseau de l'électricité, qui le TURP. Voilà, le TURP. C'est un abattement sur le TURP. Voilà. Qui atteint combien? Alors, qui peut atteindre jusqu'à 80%. Pour les plus gros consommateurs. Et fonction des entreprises, fonction de leur... oui. Alors, le nombre de kilowattheures, excusez-moi, par euro de valeur ajoutée, ou est-ce que c'est à la tête du client? Non, il y a des critères. Non, bien sûr, il y a des critères c'est la catégorie des grands consommateurs qui ont un profil de consommation prévisible ou qui est stable ou anticyclique, et donc qui ont par leur profil de consommation un intérêt pour le réseau. Et donc ça c'est des critères qui sont parfaitement définis, hein, qui sont clairs. On a également, en fonction de l'électro-intensivité et du secteur d'activité, le bénéfice possible du taux réduit d'assises sur l'électricité, qui est un autre outil de compétitivité sur le prix total payé in fine. Et puis, on a un dispositif qui est qu'on appelle communément la compensation carbone, qui est donc une compensation des coûts indirects de l'électricité, qui vise à éviter les fuites de carbone pour les industriels gros consommateurs qui sont exposés à la concurrence internationale. Et ça, ce dispositif, qui est un dispositif notifié à la Commission européenne, permet pour cette catégorie de consommateurs d'avoir une réduction importante du prix de l'électricité pour compenser le système d'échange de quotas d'émissions européens. Je pense qu'effectivement, on a dû recevoir ces éléments-là, vous avez dû nous les donner, donc c'est bien, parce que du coup, moi je ne les avais pas forcément en tête là, mais sur ceux qui sont le plus aidés, qu'est-ce qui leur reste comme part de taxes? Vous dites on va jusqu'à 80% sur le TURP, donc il reste 20% alors, du TURP. Ceux qui sont le plus aidés... Le plus aidé, il leur reste quoi comme taxe? Alors, là aussi, hein, aussi des chiffres généraux. Admettons qu'on ait le maximum. On a le maximum de ristournes. Alors, le maximum, c'est que la compensation carbone, donc le dernier élément, peut atteindre jusqu'à 30 euros de réduction par mégawattheure du prix, et le cumul maximum des autres dispositifs amène à un montant de quelques euros sur le résiduel de coûts d'accès au réseau et de fiscalité. Donc
pour les plus aidés dans ce système. 5 euros. Alors, c'est précisément, alors en moyenne, mais c'est un calcul moyen, donc en moyenne, on estime à peu près à 3,5 euros par mégawattheure. Le résiduel. On peut en déduire. Hors effet carbone. Voilà. Hors 30 euros. Tout à fait. Et donc, on en déduit là aussi en moyenne 30 euros de compensation carbone pour ceux qui, comme vous l'indiquez, bénéficient de tous les dispositifs. Et donc, ça fait un effet net de l'ordre de moins 26,50 euros. Voilà, moins 27 euros. Et ça, cette compensation carbone, c'est évidemment un élément, donc à la fois, comme vous le soulignez, sur la différence entre le prix de fourniture et le prix TTC, cette boîte à outils est évidemment très importante pour la compétitivité de ces entreprises qui sont à nouveau très sensibles dans leur modèle économique au prix de l'électricité. Et la compensation carbone est également indispensable pour ceux qui en bénéficient et c'est reconnu par la Commission européenne puisque c'est un dispositif qui lui est notifié et qu'elle approuve. C'est indispensable pour maintenir la compétitivité par rapport aux concurrents dans les pays non européens. Donc voilà cette boîte à outils et je pense que c'est le premier élément pour la compétitivité de nos entreprises qui est un sujet évidemment important, un élément important de la compétitivité. Deuxième élément, c'est effectivement l'accord du 14 novembre. Alors, que vous l'évoquiez, Monsieur le Président, nous y avons participé. Nous n'étions pas en première ligne sur cette négociation, mais nous y avons participé pour ce volet notamment de compétitivité des entreprises. Donc, on peut redire que cet accord, il avait deux objectifs parallèles qui étaient à la fois assurer des prix de l'électricité compétitifs et prévisibles pour les entreprises et notamment pour l'industrie, et en parallèle donner à EDF les ressources nécessaires pour faire les investissements que l'entreprise doit réaliser, avec cet objectif donc d'un prix de vente moyen sur l'ensemble des clients pour les 15 prochaines années à 70 € 2022 par mégawattheure. Donc cet accord, il a deux piliers essentiellement. Le pilier de régulation qui permet en particulier de protéger les consommateurs en cas de situation de prix élevé, et le pilier de politique commerciale sur lequel, pour répondre à votre question introductive, je vais dire quelques mots. Donc cette politique commerciale, elle s'appuie d'abord sur CCAPN que vous avez cité, qui sont donc des contrats de partenariat industriel. C'est les contrats qui sont particulièrement adaptés pour les plus gros consommateurs les plus sensibles, en particulier pour les hyper électro-intensifs, avec plusieurs éléments. D'abord, une durée longue, entre 10 et 15 ans, qui leur permet d'avoir des assurances sur une très longue durée d'un prix qui leur convient. Et ensuite, le principe d'un prix qui va pouvoir être particulièrement compétitif parce qu'il s'agit d'un contrat de partenariat qui inclut un partage de risques sur l'appareil productif, donc ici les centrales nucléaires. On a effectivement donc trois... Comment ça peut se matérialiser, hein, ce partage de risques? Alors, vous pouvez donner un exemple qu'on comprenne un peu? Oui, il y a par exemple le prix qui va être facturé chaque année va dépendre du volume de production du parc nucléaire historique. Et donc, l'industriel qui signe ce partenariat avec EDF va être associé. En fait, il est associé à... il y a une avance en tête qui constitue ce qu'on appelle l'avance en tête, donc un préfinancement qui constitue un moyen d'investir dans les investissements nécessaires sur le parc nucléaire historique, et ensuite un partage du risque sur le volume de production effectif. Donc, c'est l'un des éléments qui permet de ne pas avoir un contrat de fourniture, mais d'avoir un contrat de partenariat qui permet d'avoir un prix plus bas. C'est les PPA. Alors oui, ça s'assimile à un PPA. Ça ressemble à ça quand même. Voilà, c'est dans l'esprit un PPA, et c'est en ça d'ailleurs que c'est conforme à l'accord sur le marché de l'énergie européen, ouais, qui veut favoriser ces outils de long terme, ouais, et ces PPA. Et donc c'est dans la catégorie des PPA avec des spécificités donc que j'ai évoquées.
On a aujourd'hui donc effectivement trois LOI, accords juridiques qui ont été signés, une vingtaine de ces accords qui sont en cours de négociation, et puis des contacts préliminaires qui ont été pris avec un grand nombre d'industriels potentiellement intéressés. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est un outil qui est dérivé de ces CAPN, qui est donc ici, sur les CAPN, on s'intéresse en général à des très gros consommateurs, souvent hyper électro-intensifs, qui ont des volumes de consommation importants et par ailleurs une part d'électricité dans leur valeur ajoutée qui est importante. Et c'est en général des grandes entreprises. Certaines de ces grandes entreprises peuvent avoir, ou d'une taille significative en tout cas, peut-être des très grosses ETI, certaines de ces entreprises peuvent avoir un intérêt à se regrouper en consortium pour signer, pour que le consortium qu'elle crée ainsi puisse signer un CAPN pour leurs besoins de fourniture d'énergie, et ça fait partie de la politique commerciale d'envisager ces dispositions. Ça permet notamment pour les entreprises qui rentreraient dans ces consortiums de déconsolider cette avance en tête, qui est un préfinancement important. Et puis par ailleurs, pour rendre les CAPN accessibles, notamment à la catégorie des électrosensibles, qui sont souvent des plus petites entreprises, donc qui n'ont pas forcément la possibilité, alors soit de financer l'avance en tête, soit de gérer ce contrat de partenariat qui, à nouveau, est un contrat qui a une certaine complexité. Et bien, un chantier a été engagé par EDF, et ça fait partie de l'accord du 14 novembre, pour pouvoir proposer ce type de produit notamment à cette catégorie des électrosensibles. Donc un contrat qui va être mutualisé, dans lequel il pourra y avoir des options de financement, de solutions de financement pour l'avance en tête, et qui permettra de rendre pour des plus petites entreprises accessible ce type de produit. On vise ici donc les électrosensibles qui seront intéressés par une visibilité de long terme, 10 ans ou 15 ans, sur les prix de l'électricité. Et puis c'est Excellium, c'est ça Non. Alors voilà, comment il se situe par rapport à. Voilà. Alors là, ce que je présente ici, c'est un CAPN, donc qui respecte toutes les caractéristiques du CAPN et qui est simplement intermédié pour le rendre plus accessible. Et donc ça ne change pas la nature du CAPN, mais il y a cette intermédiation qui va permettre à des plus petites entreprises d'y accéder de manière plus standardisée. Alors que, et c'est bien d'ailleurs, les CAPN qui sont signés avec des entreprises individuelles, ils sont négociés au cas par cas, parce qu'ils sont adaptés en fonction des besoins des entreprises. Par exemple, certaines grandes entreprises industrielles peuvent accepter de l'interruptibilité, donc ça a un bénéfice et donc c'est valorisé dans le contrat. D'autres ne peuvent pas parce que leur processus industriel ne le permet pas, et donc c'est bien que les CAPN soient individualisés pour être optimisés pour chaque grande entreprise. Ici, là, on aura un produit qui de fait sera beaucoup plus standardisé, mais donc beaucoup plus simple. Et Excelsium, c'est un autre. Alors vous avez raison, hein, c'est proche dans l'esprit, c'est dans l'esprit du consortium, mais ça n'était pas un CAPN, c'était un contrat ad hoc avec un consortium qui avait été donc négocié et validé par la Commission européenne, et donc qui est d'une nature différente du CAPN. Et qui, voilà, mais qui, vous avez raison, s'en rapproche dans ses grandes caractéristiques. Mais il n'est pas affecté par l'accord. Voilà. Non, alors il continue de se dérouler. Il n'est pas affecté par le. Non, voilà, il continue de sur les bases qui étaient antérieures. Voilà, sur la base qui avait été approuvée par la Commission européenne à l'époque. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est que au moment de l'approbation par la Commission européenne, il y avait ce qui était appelé une phase 2 du contrat Excelsium qui n'a pas été déclenché encore, qui avait été autorisé, qui était en gros dans les mêmes conditions, qui avait été autorisé. Donc la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si cette phase 2 d'Excelsium, si les industriels qui sont réunis dans ce consortium souhaitent déclencher cette phase 2. Et ça, évidemment, ça nécessite une négociation avec la Commission européenne. Ce consortium, il avait résolu, je dirais, ces problématiques liées à l'énergie, à l'électricité en l'occurrence,
de vue à long terme, de stabilité, de prévisibilité, etc. C'est ça. Et de ce point de vue, les CAPN apportent le même intérêt pour les industriels qui y participeront. A fortiori, et c'est là qu'on se rapproche encore plus d'Excelsium, quand, comme je l'évoquais, certains industriels se regroupent en consortium pour négocier un CAPN et pour le conclure. Et donc là, on s'en rapproche encore plus dans l'esprit. Okay. Merci. Et puis le dernier produit important de cette politique commerciale, c'est là un produit, c'est un produit de marché qui est de nature différente, qui sont, EDF vous en a sans doute parlé, qui sont ce qu'on appelle ces offres de détail à moyen terme, donc qui sont des produits de marché à 4 ou 5 ans, qui permettent aux clients qui les contractualisent de bénéficier d'une visibilité et d'un prix garanti donc sur une période plus limitée, mais qui, pour un certain nombre de clients, peut convenir et peut être plus adapté d'ailleurs que les CAPN. Donc on a effectivement 671 contrats de ce type qui ont été signés pour, en moyenne, un prix autour de 70 €. Avec EDF, là. Oui, tout à fait. C'est un produit commercialisé par EDF. Donc ça, ce sont les principaux produits de la politique commerciale qui vont permettre, de notre point de vue, de répondre aux besoins. Donc je crois avoir évoqué les points dans vos questions sur la comparaison des prix à la fois à l'international et en Europe, les mesures en vigueur pour atténuer les effets de la concurrence, donc c'est notamment la boîte à outils. Sur l'accord, donc évidemment, on est, comme les chiffres que j'ai rappelés le montrent, on est encore au début de la mise en œuvre de cette politique commerciale, donc il faut avoir un bilan plus détaillé de cette politique commerciale pour pouvoir se prononcer. Et on a par ailleurs, évidemment, comme vous l'avez bien en tête, eu des conditions de marché avec des prix bas sur le marché actuellement qui probablement ont réduit le sentiment d'urgence qu'avaient certains clients à conclure des contrats de long terme, y compris même des contrats à 5 ans. Voilà. Et en même temps, on est convaincu que cette politique commerciale elle reste pertinente pour répondre aux besoins des entreprises, en particulier des industriels. D'une part, parce qu'évidemment, les prix peuvent remonter, et ensuite parce que, fondamentalement, comme je l'ai indiqué en introduction, pour une partie des industriels les plus sensibles, en tout cas, au prix de l'électricité, avoir de la visibilité, avoir des assurances sur du long terme est indispensable, et y compris pour consentir des nouveaux investissements. Et donc, même si cet effet des prix de marché sur une conclusion qui peut apparaître moins rapide qu'anticipé de ces contrats est réel, sur le fond et à terme, je suis convaincu que c'est bien des outils qui sont nécessaires pour ces entreprises, et en tout cas, il nous semble, et on les encourage à poursuivre, toutes celles qui sont en cours de négociation, à poursuivre ces négociations pour conclure un contrat de long terme qui leur permettra d'avoir cette visibilité. Monsieur le Président, je me permets de prendre la parole. Merci pour cette présentation. En même temps, on vous a interrompu, donc on a déjà posé un certain nombre de questions, parce que c'est vrai que le sujet est un peu compliqué. Alors, vous avez parlé de la boîte à outils à disposition des industriels et des entreprises, et de la compensation carbone. Donc il y a quand même un certain nombre d'industriels qui s'inquiètent de la pérennité et de l'éventuelle disparition de cette compensation carbone dans le cadre du mécanisme carbone aux frontières. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de s'inquiéter, ou qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, alors c'est effectivement un sujet de préoccupation très important qu'on partage. Comme je l'ai indiqué, pour les industriels qui en bénéficient aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans le calcul que vous m'avez demandé de faire ici, que c'est un élément très significatif du prix de l'électricité payé in fine. Donc, et aujourd'hui,
avec l'inclusion des coûts indirects dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, effectivement, il y a un risque que cette compensation carbone ne soit plus justifiée au-delà de 2030. Et donc, nous avons commencé à engager le dialogue avec la Commission européenne sur le fait que d'abord, il fallait vérifier les conditions dans lesquelles le mécanisme d'ajustement carbone est mis en œuvre, en particulier que ces conditions d'application permettaient d'éviter, par exemple, les contournements. Et il y a un sujet, je ne veux pas entrer trop dans les détails ici, mais il y a un sujet, par exemple, de la manière dont le mix énergétique du pays d'origine des produits concernés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est pris en compte pour estimer le contenu carbone de ces produits, qui a un effet important suivant s'il s'agit par exemple de prendre la référence du mix énergétique ou s'il s'agit d'accepter des garanties d'origine par exemple qui pourraient être fournies par le fournisseur du produit concerné par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc il y a encore sur ce mécanisme des questions de mise en œuvre qui sont importantes, que nous souhaitons vérifier, et nous souhaitons vérifier que les décisions qui seront prises d'ici 2030 sur l'implémentation de ce mécanisme d'ajustement carbone permettent in fine de garder la même protection contre les fuites de carbone pour ces industriels. Et donc pour nous, c'est ce que nous avons commencé à dire à la Commission européenne, et c'est le dialogue que nous avons avec les industriels qui sont concernés. Pour nous, l'objectif clair, c'est que cette compensation des coûts indirects qui leur est appliquée aujourd'hui dans le cadre de la compensation carbone soit bien peut-être sous une autre forme, peut-être en partie sous une autre forme, mais soit bien toujours assurée pour continuer d'éviter les fuites de carbone à ce moment-là. Et donc, ça dépendra aussi, pour le dire simplement, de l'efficacité du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour lutter contre les fuites de carbone. Et c'est seulement si on a assuré cette efficacité qu'on pourra à ce moment-là considérer que cette compensation carbone n'est plus nécessaire, puisqu'on aura bien cette assurance. Donc on n'a pas encore, aujourd'hui, on n'a pas la réponse à ces questions, puisque c'est une question essentiellement de mise en œuvre et de négociations européennes qui se poursuivent. Mais en tout cas, on partage complètement l'importance de ce sujet avec les industriels concernés, et c'est l'une de nos priorités dans les discussions à Bruxelles. Le mécanisme d'ajustement, il reste appliqué à des secteurs, à des filières très, très particulières. Oui. Voilà. Oui. C'est pas l'ensemble. Acier, aluminium, ouais, c'est ciment, ça, il y a 5 ou 6 filières. Voilà, tout à fait. Et c'est tout. Tout à fait. Voilà, absolument. C'est pas un déterminant. Non. C'est-à-dire que dans l'acier, dans l'aluminium, c'est potentiellement très structurant. Et là, la question dans l'acier et dans l'aluminium sera vraiment de vérifier que ce mécanisme d'ajustement carbone, il permet bien d'éviter les fuites de carbone. Ça, il faudra le vérifier. Mais vous avez raison, ça ne concerne que ces produits et pas tout un ensemble d'autres produits qui ne sont pas concernés. Ouais. L'essentiel de la chimie n'est pas concerné, par exemple. Donc il y a beaucoup d'activités industrielles qui ne sont pas concernées. Ça n'englobe pas l'ensemble du champ des problématiques de compétitivité. Quoi. Non, pas du tout. Non, c'est seulement sur ces produits. Alors, juste, oui, une petite question aussi, toujours sur les industriels, là, sur l'accord de novembre, qu'ils ne trouvaient pas forcément très intéressant. Et en tout cas, dans notre commission, ils étaient plutôt partisans d'un CFD bidirectionnel, avec des seuils de captation plus bas que ceux qui ont été fixés. Je comprends que vous ne partagez pas leur avis là-dessus ou... Alors, à nouveau, cet accord, il poursuivait les deux objectifs que j'ai rappelés, donc à la fois des prix compétitifs pour l'industrie et pour les entreprises et en particulier l'industrie, et des capacités de financement pour EDF pour financer ces investissements. Et donc c'est le résultat de cette régulation, donc ces deux piliers, politique commerciale et régulation avec des prélèvements sur les revenus qui a été retenu et qui nous semble aujourd'hui effectivement permettre de concilier ces deux objectifs.
Donc on a déjà certains contrats qui ont été signés qui répondent bien aux besoins de ces industriels et donc qui nous semblent témoigner du fait que pour les industriels qui les ont signés, on a bien une réponse satisfaisante. On a alors évidemment, on n'intervient pas, nous, dans les négociations individuelles, mais on est à l'écoute des industriels qui nous disent globalement ce qui leur semble important dans cette politique commerciale. Et on a identifié, j'en ai mentionné certains, parfois d'ailleurs au cas par cas, des sujets qui permettraient, des évolutions qui permettraient d'améliorer, de rendre plus adaptés aux besoins de ces industriels les produits de la politique commerciale que j'évoquais. Par exemple, j'ai mentionné le déconsortium pour déconsolider l'avance en tête. On a évoqué tout à l'heure la question du partage de risques. Ça, c'est un sujet sur lequel certains industriels ont besoin que ce partage de risques soit encadré dans le cadre du contrat. Ça, il nous semble qu'il y a des solutions pour le faire. Donc on est encore, je pense, vraiment dans cette phase et c'est pour ça qu'on a considéré qu'il fallait voir comment se déployer cette politique industrielle pour vraiment répondre à votre question. Est-ce qu'elle est bien adaptée? On est vraiment dans cette phase où il faut que les négociations permettent de traiter un à un ces sujets qui permettront, on le pense, mais il faut le vérifier, de répondre aux besoins spécifiques de chacune de ces entreprises. Il faudra aussi, pour la catégorie électrosensible, vérifier, et EDF doit faire un test de marché ce mois-ci sur ce produit, donc le produit de ce CAPN intermédiaire. Il faudra aussi vérifier que le test de marché confirme que ce produit est adapté aux besoins des entreprises concernées. Et c'est tous des éléments qui permettront vraiment de répondre à votre question sur le caractère adapté. On répondra concrètement avec ces éléments. Donc c'est en fait tous ces éléments qui constituent en fait l'évaluation du volet commercial qui était prévu dans les 6 mois de l'accord. En fait, on s'y trouve presque aux 6 mois de l'accord de novembre là. Et donc du coup, ça va faire l'objet d'un rapport ou comment va être formalisée cette évaluation finalement? Parce que vous avez cité un certain nombre d'éléments. Et est-ce qu'on va rester simplement au contact informel et à des échanges un peu informels, finalement comme l'est l'accord, hein. L'accord est un peu informel, parce qu'il n'a pas été signé. Et bon. Mais où est-ce que ça va faire l'objet d'un rapport ou de quelque chose qui va sortir bientôt Oui. Ma question, c'est finalement de savoir si on l'aura avant l'émission de notre propre rapport ou pas. Oui. Alors sur les modalités de la mise en œuvre de cette clause de rendez-vous, je ne peux pas vous répondre, ça n'est pas encore décidé. En revanche, il nous semble que pour que cette clause de rendez-vous soit utile, il faut, alors d'abord, ça répond à votre dernier point, d'abord laisser quand même un peu de temps parce qu'à nouveau, les prix de marché bas ont fait que... Ça a freiné. Voilà, ce qu'on avait estimé au moment de l'accord comme 6 mois étant suffisant pour se former un jugement sur l'efficacité de la politique commerciale se révèle un peu court pour avoir suffisamment d'éléments. Donc il y a, je pense, de ce point de vue, peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas, notre objectif, c'est bien d'estimer à ce moment-là, au vu des négociations qui auront été réalisées, la part des entreprises qui auront trouvé une solution qui leur convient, qui répond à leurs enjeux de compétitivité, de visibilité. Si pour les entreprises qui n'auront pas conclu, est-ce que, comme on le voit là actuellement dans certains cas, est-ce que les sujets qui doivent être résolus semblent solubles? Est-ce qu'on pense qu'il y a des solutions? Par exemple, j'évoquais des consolidations de l'avance en tête. Là, on voit des solutions concrètes qui doivent faire l'objet de négociations, mais en tout cas, dans le principe, ça nous semble accessible. Et puis, est-ce que sur les électrosensibles, on a une réponse au test de marché qui confirme que ça répond à une partie suffisamment significative des besoins des clients? Et c'est ça, de mon point de vue, dont on a besoin pour cette clause de rendez-vous. Et c'est ça, nous... Combien on n'aura rien avant notre rapport, quoi. Il faut qu'on s'y prépare. Bon. C'est difficile à dire, c'est difficile d'y répondre maintenant. Il y a des négociations vraiment en cours, c'est difficile de prévoir. Et les CAPN, donc les contrats d'allocation de production nucléaire, là, ils sont réservés aux Français ou des entreprises étrangères pourraient y avoir accès? Non, des entreprises étrangères pourraient y avoir accès. Y compris les Allemands, quoi. Oui. Les Allemands pourraient participer à la compétitivité, quoi. EDF pourrait participer à la compétitivité de l'industrie allemande. Alors, dans le principe, c'est bien ça, c'est ce que je comprends. Oui, pour des raisons
de règles de concurrence sur le marché intérieur, effectivement. On est obligé de faire voilà. au niveau européen. Voilà. Uniquement au niveau européen. Donc, oui, bien sûr, uniquement au niveau du marché intérieur européen. Monsieur le Président. Des questions, Madame Sempé? Merci, Président. Merci, messieurs, de vous produire devant nous cet après-midi. Donc, vous avez bien dit, Monsieur le Directeur Général, que ces entreprises qui sont ciblées, qui sont aidées, elles ont droit à une réfaction du TURP. J'ai bien compris. Elles ont droit donc à une réfaction du TURP et elles participent parallèlement à la construction de notre nouveau nucléaire. Alors, sous quelle forme? Est-ce que ce sont ces contrats dont vous venez de parler? Donc, je voudrais que... C'est ma deuxième question. Et j'ai une interrogation. Moi, je me dis, sur le coût de compensation carbone. Bon... à travers tout ce qui a été, tout ce qui avait été décidé, mais pas acté encore par la Commission européenne, puisque on n'est pas d'accord. Quel est le coût que l'on applique sur quel produit au titre de la taxation par carbone, etc. On est encore en train de tergiverser. Donc je suis en train de me dire, mais peut-être qu'il ne faudra pas l'appliquer cette taxation carbone, puisque de notre côté, l'État aide quand même ces entreprises-là à supporter un coût qu'elles ne supportent pas encore, si j'ai bien compris. Hein. Donc moi je me dis, pourquoi est-ce qu'on se torture la tête alors qu'on n'a pas appliqué encore la taxation en carbone, mais qu'on aide les entreprises à pouvoir payer cette taxation carbone qu'elles ne payent pas encore. Voilà, c'est un sentiment que j'ai dans deux questions et oui. Un sentiment sur la taxation carbone. D'accord. Alors, sur le premier point, ce que j'ai appelé la boîte à outils, donc les différents dispositifs, dépendent de caractéristiques qui sont liées à chaque entreprise. Et donc, toutes les entreprises, évidemment, n'en bénéficient pas, mais pour illustrer l'impact de cette boîte à outils, j'ai illustré tout à l'heure pour celles qui cumulaient toutes ces dispositions, l'impact que ça pouvait produire. Mais c'est des dispositifs... C'est du coût humain, monsieur le directeur général. Mais quel boulot! Heureusement, il n'y en a que 46, 56. Alors, c'est effectivement des dispositifs qui sont conçus pour répondre à des enjeux de compétitivité d'entreprises qui vont avoir des caractéristiques, notamment, donc, comme je l'évoquais, d'électro-intensivité, qui font que c'est justifié de faire cet effort financier. Ça ne concerne, à la fin, ça ne concerne qu'une petite partie des entreprises industrielles, mais c'est les plus sensibles. Et donc c'est bien ça l'objectif. Et effectivement, il y a plusieurs dispositions, mais qui répondent à chaque fois à un besoin spécifique de certaines de ces entreprises. Alors, sur le deuxième point, j'aurais dû le préciser en introduction, tout ce que j'ai évoqué ne portait pas sur le nouveau nucléaire, mais uniquement sur la commercialisation de la production du parc nucléaire existant. Voilà. Et donc là, dans ce que je disais, il n'y avait pas d'éléments sur le nouveau nucléaire. Évidemment, quand on parle de contrats, des CAPN, ces CAPN, ils vont intégrer progressivement ils intègrent les EPR2, mais on ne parle pas encore du nouveau nucléaire au sens du futur programme. Sur le troisième point... Excusez-moi, je vous arrête juste sur ce point que je voulais aborder en rentrant un peu dans les détails. Donc ces contrats ne peuvent pas tenir compte aujourd'hui de ce qui va se faire, par exemple, avec les EPR2, ou d'ores et déjà, il y a une part des CAPN au titre de l'investissement qui prend en compte le programme EPR2. Non. Et je rajoute à ma question les investissements nécessaires au grand carénage, donc à la prolongation qui touche le parc historique. Comment tout ça finalement s'articule, quoi? Alors les CAPN, ils sont vraiment centrés sur le parc historique.
donc hors EPR2, hors nouveau nucléaire, et ils intègrent tous les investissements du parc historique, donc y compris les investissements de maintenance, d'entretien, de rénovation des centrales existantes hors EPR2. Donc ils sont basés sur les CAPEX du nucléaire historique, quoi. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et l'avance en tête est une partie de financement, de partage du financement de ces CAPEX. C'est en ça que c'est un contrat de partenariat c'est un outil, finalement, c'est les centrales nucléaires existantes, donc hors EPR2, comme outil de production dans lequel les industriels qui signent des CAPN co-investissent finalement. C'est ça qui fait la nature, qui n'est pas un contrat de fourniture. Pour la commission d'enquête, donc sans communication externe, est-il envisageable d'avoir ce que ça représente en fait, ces avances en tête en valeur financière de ces contrats? Alors oui, on peut vous donner des estimations peut-être par écrit. Pour se rendre compte quoi, oui. petit peu des... On peut vous transmettre ça par écrit? Oui. Oui, d'accord. Merci. Pardon, j'ai non, je vous en prie. Je vous laisse... Il fallait que je réponde à votre... Oui. Et puis à votre troisième point, donc, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc qui est parfois appelé taxe carbone. Donc il vise ces 5 produits, et sur ces produits, quand il va entrer en vigueur effective, il conduira à ce que, par exemple, dans l'acier, les aciers qui entrent sur le marché intérieur européen et qui ont un contenu carbone élevé, donc supérieur au contenu carbone de la production européenne, soient pénalisés. Oui, mais ce n'est pas décidé, monsieur le directeur, ce que je dis. La Commission européenne, elle tergiverse, elle n'arrive pas à écrire les règles, on n'est pas d'accord entre pays européens. Enfin, donc c'est ce que je veux vous dire. Oui. Aujourd'hui, oui, les décisions, elles ont été prises, mais l'application, on se rend compte qu'elle est absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, les entreprises ne payent pas, puisqu'on ne s'est pas mis d'accord encore. Non, tout à fait. Voilà, mais elles sont compensées quand même par l'État d'une taxe qu'elles ne payent pas encore. Alors, non, d'accord. Pardon, je comprends votre question. Non, en fait, la compensation carbone, elle a été créée avant même que le MACF, puisqu'effectivement le MACF n'est pas entré en vigueur, il est dans la phase de test en ce moment, et dans laquelle il y a, comme vous l'évoquiez, cette discussion avec la Commission européenne sur la manière dont il sera précisément mis en œuvre. Et la compensation carbone, elle a été créée avant même que le MACF entre en vigueur, même en phase de test, parce que, indépendamment, pour le dire autrement, si on n'avait pas fait le MACF, il aurait quand même fallu maintenir cette compensation carbone, parce que cette compensation carbone, elle permet de compenser l'effet des coûts indirects de l'électricité sur le marché européen dans le système d'échange dit ETS. Et donc, de toute façon, même sans MACF, il fallait maintenir cette compensation carbone, parce que sinon, comme on le voit, on aurait des écarts de prix payés de l'électricité par ces quelques secteurs, par les secteurs industriels concernés, qui seraient trop élevés par rapport à la concurrence, et c'est ça qui produirait des fuites de carbone. Et ensuite, donc ça c'est le système sans MACF. Ensuite, le point évoqué tout à l'heure, c'est que d'ici 2030, avec le MACF et pour les produits concernés par le MACF, si le MACF est complètement efficace, atteint complètement ses objectifs, en théorie, sur ces produits, il n'y aura plus de fuite de carbone. Et donc, il n'y aura plus besoin de la compensation carbone. Donc ça, c'est la théorie. Et ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que nous, on souhaite vérifier que cette théorie s'applique, c'est-à-dire que le MACF est complètement efficace. Et c'est seulement dans cette condition qu'on pourrait accepter, puisque cet effet économique serait compensé. Et dans des conditions dans lesquelles il ne serait que partiellement efficace, à ce moment-là, il faudrait garder un équivalent de cette compensation carbone pour compenser l'écart. Martine Berthet.
Oui, Madame Berthet. Merci, Monsieur le Président. Donc, Martine Berthet, sénatrice de la Savoie. J'ai dans mon département quelques hyper-électro et électro-intensifs qui me font leur retour. Et bien sûr, leurs inquiétudes tournent autour des discussions que nous avons actuellement, le coût de l'avance en tête et la compensation carbone. Voilà. Jusqu'à quand sera-t-elle assurée? Parce que c'est ce qui leur permet de rester compétitifs par rapport à ces prix inférieurs que vous nous avez rappelés à l'extérieur. Sur le coût de l'avance en tête, alors ils me disent qu'effectivement c'est énorme et bien sûr que ce serait intéressant que l'on ait des chiffres par rapport à cela. C'est énorme parce que finalement on leur demande d'assurer tous les coûts de gestion, enfin tout le risque industriel et économique d'EDF, les coûts de gestion au quotidien du parc nucléaire. Donc, est-ce que là, il n'y a pas moyen de revoir cela à la baisse? Est-ce que vous pensez qu'il est normal que ce soit les industriels qui assument ces coûts, l'intégralité de ces coûts de gestion? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question est par rapport justement à la deuxième partie, enfin à la phase 2, pardon, d'Excelsium. Quand est-ce que les négociations pourront commencer sur cette phase 2 qui fait bien partie, il me semble, vous nous l'avez rappelé, des négociations du 14 novembre? Et puis peut-être sur le remplacement de cette compensation carbone pour le cas où effectivement ce ne soit pas suffisant. Voilà. Est-ce que vous envisagez peut-être des expérimentations comme l'effacement, l'interruptibilité à 10 jours, puisque maintenant on peut quand même prévoir à l'avance les consommations. Ce que ne veulent pas les industriels, c'est que ce soit au dernier moment pour certains, mais avec une prévision à 10 jours, ça permet quand même, il me semble, d'avoir un coût plus faible pour eux et de permettre cette compensation. Est-ce que ça, c'est une expérimentation que vous envisagez? Merci. Monsieur Cour. Merci. Alors, sur le coût de l'avance en tête, dans le principe même du CAPN, il est bien le principe du CAPN, c'est que les industriels, comme je l'évoquais tout à l'heure, payent leur quote-part du coût du parc et en contrepartie ont sur une longue durée un prix bas. Et donc c'est ce qui justifie, y compris en droit européen, ces contrats, c'est que ça permet d'avoir un coût très bas contre ce partage finalement du coût du parc et, comme on l'évoquait tout à l'heure, des risques associés, par exemple au volume de production. Alors ensuite, c'est un contrat commercial signé entre EDF et un industriel. Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un accord entre l'industriel et EDF en fonction des besoins spécifiques de l'industriel qui fait que, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, une partie du risque est capée, des choses de type est limitée, l'impact du risque est limité. Ça a forcément un effet sur le prix. Et on doit toujours rester dans un équilibre entre prise de risque et prix. Mais ce qui est sûr, c'est que comme ce sont des contrats, si on garde cet équilibre, comme ce sont des contrats entre les deux entreprises, il est possible de trouver des accords qui correspondent mieux aux besoins de telle ou telle entreprise. Et c'est le cas pour votre troisième question sur l'interruptibilité. C'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a des entreprises qui peuvent accepter l'interruptibilité et ça fait un coût de l'électricité abaissé, puisque c'est un intérêt économique, d'autres qui ne peuvent pas, et donc elles payent un peu plus. Et dans cette interruptibilité, là aussi, l'interruptibilité, elle a une valeur économique pour le parc EDF, et donc dans le contrat, la valeur économique peut être négociée en fonction des paramètres de cette interruptibilité. Quel est le préavis? Vous l'évoquiez, la question du préavis. Évidemment, si le préavis est long, ça réduit la valeur économique de cette interruptibilité, donc le bénéfice en prix sera différent, mais c'est un champ qui peut être négocié et donc il me semble qu'il peut faire l'objet d'accords au cas par cas, et c'est en ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, que des accords individuels sont intéressants pour répondre le mieux possible aux besoins spécifiques de chaque industriel concerné. Ensuite, sur la phase 2 d'Excelsium, il faut effectivement une discussion avec la Commission européenne puisque cette phase 2 n'avait pas été engagée au moment où elle avait donné son accord.
il faut une discussion avec la Commission européenne pour vérifier dans quelles conditions elle accepte cette phase 2. Et en tout cas, nous comprenons que les industriels qui participent au consortium Excelsium souhaitent cette phase 2 a priori. Merci, monsieur le directeur général. S'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là en vous remerciant. Merci beaucoup. Merci. Merci.